Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture. Aujourd'hui, on vous propose un petit plongeon dans le lac avec le musée du Léman et la nouvelle exposition Petite Nature. On en parle justement avec nos invités, Lionel Gauthier, conservateur du musée, et Fabien Laute, décorateur des musées de Nyon. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci. Prêt pour le vernissage qui a lieu ce soir ou il y a encore des petites choses à faire? Et là, tout le monde se tourne vers Fabien. Alors, ce sera prêt. Dernière finition dans les heures qui vont suivre cette émission. Et le finissage, donc le vernissage ce soir, on en parle d'ici quelques instants. Avant ça, petit détour à Rolle où on a eu la chance de rencontrer François Musy, ingénieur son. Il a collaboré avec les plus grands cinéastes, notamment Jean-Luc Godard pour ne citer que lui. L'homme de l'ombre nous ouvre les portes de sa sonothèque. Ouvrez grand vos oreilles. C'est un son typique la nuit, sur un décor où on était. C'est un son qui est intéressant. C'est vrai que c'est monocorde. Hein. Si on y réfléchit bien, c'est un son très haut en fréquence. En plus, ça a une énergie incroyable. Et des sons comme celui-ci, François Musy en possède des milliers dans sa sonothèque à Rolle. Ingénieur du son, il collabore avec les plus grands cinéastes, de Jean-Luc Godard à Claire Simon, en passant par Xavier Giannoli, avec qui il reçoit d'ailleurs 2 Césars du meilleur son en 2007 et 2016. À son palmarès, plus de 160 films et 40 ans de carrière qu'il commence à la ED, anciennement appelée ESSAV, École supérieure d'art visuel. Et puis après ça, très rapidement, je me suis retrouvé embarqué sur un plateau d'un film de Jean-Luc Godard, et puis voilà comment ça a commencé. Moi, ce qui m'a donné envie de faire de faire une école de cinéma, de m'intéresser au cinéma, c'est les films de Tanner, Souter, Loretta. Voilà, c'est ça qui était ma découverte quand j'avais 16, 17, 18 ans. Quoi. J'ai commencé à travailler avec ça. C'était la Vox, c'est l'équivalent de ce qu'il y avait à l'époque comme le Nagra. C'était la version un peu plus légère que le Nagra. L'oreille est un organe, c'est le seul passage en énergie dont se sert notre cerveau pour se recharger. Donc c'est pour ça que c'est super important. Que vous êtes content, pas content, les sons, il y a des sons qui n'auront aucun effet sur vous un jour et un autre jour, et ça va vous irriter profondément. Là, si on repère où elle est la fréquence des grillons, et on voudrait les diminuer, puisqu'il nous l'a gentiment montré, là, vers 2,5 kg, là. La démonstration, c'est de se dire, on va faire comme ça, on va complètement les éliminer. Là, vous entendez quelque chose? Là, on entend quand même des chiens encore. Bon, j'entends encore des restes de grillons. Vous entendez les chiens quand même? Ah ouais, d'accord. Un film, c'est un tout, c'est pas il y a d'un côté le son, et puis d'un côté l'image. On dit toujours que vous avez une séquence magnifique, même si elle est un peu floue et le son n'est pas terrible, ça restera une magnifique séquence. Que vous pouvez avoir le plus beau son du monde sur un plan qui n'est pas beau, ça ne changera pas le plan. Et inversement, je veux dire, un son pas terrible sur une belle séquence, ça pourra nuire à la séquence. C'est toujours magique, quoi. Le cinéma, c'est quand même un truc un peu magique, quoi. Même si parfois le travail est dur et que suivant les conditions dans lesquelles on est, c'est pas toujours forcément le moment où vous voudriez être là. Je sais pas, vous tournez en plein hiver, dans la boue, dans la pluie et le froid. Bon, mais en même temps, vous dites c'est pour un film, donc ça va. Elle a encore tout le sable de la Macédoine, la pauvre. Je vais y arriver. Non, la mauvaise journée, ce serait, vous dites, vous partez un matin et puis il n'y a rien qui marche. Ça vous arrive? Non. Heureusement, j'aurais pas travaillé si longtemps. Non, mais vous arrivez, vous vous arrangez pour que ça marche, quoi. C'est pas un objet que vous posez, vous lancez par terre.
moi je dis toujours à mes assistants, il ne s'agit pas de leur donner une âme, mais je veux dire un respect, c'est-à-dire cette machine-là, quand vous le mettez en record, elle enregistre comme vous voulez. Donc la moindre des choses, ben oui, il faut l'entretenir, il faut faire attention. Ça a quand même été, toutes ces machines qui sont pour faire du son, un micro, ont été faits par des gens qui eux aussi ont mis toute une attention, il y a tout un travail. Donc voilà, c'est aussi donner le retour de ça, c'est-à-dire que oui, de bien se comporter avec. Je veux dire, si vous ratez un son, c'est pas la faute de la machine. Quant à nous, c'est avec des oreilles neuves que nous rentrons. Et si vous voulez aussi profiter de la même expérience, rendez-vous le 3 octobre au Casino Théâtre de Rolle, où François Musy vous invite à écouter un film et tendre l'oreille. Ouais, mais là, après, je vais fermer, mais il n'y aura plus de soleil. Allez, on rentre. Hop. Petite nature, c'est 36 questions pour décoder le lac. Et on en parle avec nos invités comme convenu. Petite nature, Lionel Gauthier, qu'est-ce que c'est ? C'est une exposition qui permet de découvrir le lac dans toute sa complexité avec un panel de différentes sciences, que ce soit la botanique, la géologie, la climatologie, etc. Et qui permet aux visiteurs déjà de passer un bon moment parce que c'est ludique, c'est rigolo, et puis vraiment de ressortir avec une vue d'ensemble sur la vie du lac, sur ses fragilités, ses richesses et sur les différents risques qu'il court. C'est quand même le plus grand lac d'Europe, donc du coup pourquoi l'appeler Petite Nature ? Parce qu'il a certaines fragilités par rapport au changement climatique, par rapport aux comportements humains. Il ne faut jamais oublier qu'il y a encore 40 ans, on pensait qu'il allait mourir à cause de la pollution, et qu'avec différents changements de mentalité, de comportement, de loi, on a pu le sauver, mais qu'encore aujourd'hui, il reste fragile face à tout ce qu'on met dedans, tout ce qu'on lui fait subir comme pression. Et on voit justement des images en ce moment de l'exposition. Fabien Laude, vous êtes décorateur du musée, c'est vous qui avez conçu l'exposition en tant que scénographe. C'est quoi le rôle que vous avez eu exactement ? Alors mon rôle exactement, ça a été de concevoir ces modules, à savoir leur emplacement, leur technicité si j'ose dire, parce qu'il faut savoir que des niches encastrées, c'est jamais facile, surtout avec de l'éclairage intégré. Le souhait du conservateur était aussi de me demander une polyvalence par rapport à l'espace, donc que ces modules puissent être déplacés sur roulette pour offrir la capacité d'offrir un espace libre pour, comme je le dis, une certaine polyvalence dans l'espace. Donc c'est vrai que c'était une grosse affaire, mais c'est un chouette challenge que je pense qu'on a relevé. Et là, vous vous tournez vers Lionel Gauthier, justement. D'habitude, les scénographes, vous allez les chercher à l'extérieur. Là, pourquoi avoir fait appel aux décorateurs des musées ? Parce qu'il est très talentueux et que ça me faisait plaisir de travailler avec lui sur ce projet. Est-ce que ce n'était pas finalement aussi une manière d'économiser de l'argent, tout simplement ? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, du coup, l'argent qu'on libère sur ce poste-là, on le met dans autre chose, et puis que ça nous permet d'avoir une exposition qui a une belle facture, parce que, comme d'habitude, on fait avec les budgets qu'on a, qui sont bien, mais qui ne sont pas non plus les budgets des immenses musées de Lausanne ou de Genève. Cette exposition, nouvelle exposition, donc est-ce que ça serait aussi finalement une nouvelle vitrine pour la prochaine extension du musée ? En tout cas, c'est montrer une nouvelle fois l'approche particulière du musée du Léman, qui est de faire le pont entre les sciences naturelles et les sciences humaines, de proposer des expositions qui à la fois ont un contenu sérieux et puis qui sensibilisent sur des questions environnementales, mais qui en même temps le font de façon ludique, avec de la rigolade, avec du plaisir. Et ça, c'est quelque chose, c'est une marque de fabrique qu'on espère pouvoir mettre dans l'extension le jour où ça se fera. Le jour où ça se fera, justement, cette extension, où est-ce qu'on en est ? On en est au tribunal avec un opposant qui s'oppose au plan de quartier. Donc on attend la décision du tribunal cantonal. Donc là, toujours pas d'avancée par rapport à cette opposition ? Non, l'audience a eu lieu au printemps, puis on attend la décision du juge. Du coup, comment vous gérez quelque part cette phase d'attente ? Est-ce que vous prévoyez de créer d'autres expositions en attendant, ou là, à quel stade est-ce que vous vous situez ? C'est la grande difficulté qu'on a actuellement. C'est effectivement sans jeu de mots, on navigue à vue. Et que, par exemple, cette exposition qu'on ouvre aujourd'hui, il y a encore 2 ans, on ne l'avait pas prévue. On pensait qu'on allait à un moment fermer le musée pour pouvoir faire le chantier.
mais avec les retards qui sont pris par rapport à ces problèmes d'opposition, on est obligé d'adapter le calendrier et puis de faire des choses. Donc là, on a fait cette exposition. Du coup, on a gardé l'exposition d'avant, Plouf, parce qu'on n'a pas les moyens de faire 2 expositions en même temps. Et puis l'année prochaine, on va sans doute refaire encore quelque chose parce que on sait que le temps judiciaire est long. Ouais. Fabien, on était venu vous voir il y a quelques temps dans votre atelier, vous voir travailler. Vous nous aviez confié que le musée du Léman, c'était en quelque sorte votre chouchou, qu'il se différenciait des autres. Pourquoi ? Aïe. Effectivement, je ne sais plus si je l'ai dit dans le sujet sur lequel vous à l'atelier, oui. Voilà, exactement. Mais le lac me parle beaucoup. Je suis genevois d'origine. Il a toujours Donc fait pour vous, partie c'est de le ma lac de vie. Genève. Non, on va dire que ça reste le lac Léman. Vous dites ça parce On qu'il y est a quand Lionel même à en- vos côtés. Non, je pense que je suis en terre étrangère et que, et que sur une télé régionale, non, il faut qualifier ça de son nom qui est le lac Léman, voilà, officiel. Donc effectivement, j'ai beaucoup de plaisir à monter des expositions au musée du Léman et de par aussi son contenu, mais aussi le lieu. Le lieu me parle beaucoup. On est quand même sur une ancienne maison classée. On est à 2 mètres du lac. On est par rapport au musée romain qui est quand même enfoui, où il n'y a pas de fenêtre. C'est quand même un peu plus austère, même si l'exposition le rend d'une manière chaleureuse. Enfin, chaleureux le musée. Mais c'est vrai que, le musée du Léman est un lieu que Et on vient j'affectionne. de vous voir à l'œuvre justement pour cette exposition. Combien de temps ça vous a pris d'heures de travail ? Beaucoup. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Non, pas trop, mais c'est vrai qu'on se donne toujours les moyens d'essayer d'anticiper un maximum. Malheureusement, il y a toujours des imprévus, et c'est vrai que ces imprévus, des fois, sont amenés à nous consacrer, je dirais pas à 100%, mais d'y mettre un peu de notre personne. Et pour moi, c'est l'objectif, que la date butoir est le 27. Il faut que l'exposition soit prête le 27, et on fait en sorte que ça se fasse. On a aussi la sensation, en visitant l'exposition, qu'elle est très, ou je dirais même plus éducation, tournée vers l'éducation, celle-ci. Est-ce qu'il y a aussi peut-être la volonté de sensibiliser les gens à ce lac et de le protéger, Lionel ? Oui, c'est la thématique de l'exposition qui veut ça. C'est-à-dire que quand on parle de nature et d'environnement et de développement durable, évidemment, on a un volet sensibilisation et éducation qui est important, parce que l'une des finalités d'aborder ce genre de thématique, c'est de montrer aux gens qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et que nos actes ont des conséquences sur l'écosystème et sur notre environnement. Et donc là, évidemment, en parlant de la nature du lac, on parle forcément de la qualité de l'eau, on parle forcément de ce qui se passe pour les animaux, pour les insectes, pour les poissons, et ça implique forcément de parler de pollution et de tous les comportements qu'on a qui ne sont pas forcément adéquats. 36 questions auxquelles ils répondent. On va justement mettre Fabien à l'épreuve. Vous êtes prêts ? Vous avez le droit au joker avec Lionel. Alors c'est parti. Facile. Qui a créé le lac ? Le géant Gargantua. Faux. La réponse juste, c'est... Vous avez Le le droit à un appel au public ou sinon le joker avec Lionel. Rhône. Le glacier du Rhône. Le glacier du Rhône. Le cygne est-il un oiseau du Léman ? Non. Lionel ? Effectivement, il a été importé au début du 19e siècle. Le Léman peut-il déborder ? Oui. Lionel ? Plus maintenant, pourquoi ? Parce qu'il est contrôlé au centimètre près. Voilà. J'ai les réponses. Hein. Ah, voilà. Contrôlé au centimètre près, ça ces contrôles, pourquoi est-ce qu'ils ont lieu ? Eh bien en fait, parce que pendant longtemps, Genève faisait des retenues d'eau dans son territoire, pour notamment des machines hydrauliques qui permettaient d'apporter de l'eau potable dans la ville et puis de l'énergie, etc. Et puis ça crée beaucoup d'inondations, notamment du côté vaudois, et donc il y a eu plus de 2 siècles de bagarres entre les cantons, et qui allaient jusqu'au tribunal fédéral. Et donc en 1884, tout le monde s'est mis d'accord pour fixer le niveau, et puis qu'il n'y ait plus de mauvaises surprises pour les Vaudois. Et puis, chose étonnante, on aurait pu trouver du pétrole dans le Léman. Oui, il y a eu des recherches qui ont été faites, et il semblerait qu'il y ait une grosse quantité de gaz de schiste sous le lac, mais pour l'instant, heureusement, c'est encore bloqué et ça n'est pas exploité. Plein de choses donc à découvrir. Fabien Laude, je vous laisserai réviser encore quelques heures avant le vernissage ce soir. Je m'y attelle.
Et donc, petite nature à découvrir justement au musée du Léman. Merci messieurs d'avoir été avec nous et puis bonne suite à vous. Merci. Pour la suite, on retourne au temps des westerns et des cow-boys, C'était du côté de Coppet pour le dernier jour du festival de Coppet. Regardez, les artistes eux-mêmes vous en parlent. Œuf d'autruche, fais pas le printemps. Et le printemps fait pas le moine. Grand rivière gelée, poisson vol. Il s'agit d'un western, je dirais comme du temps de John Wayne, John Ford, les grands films des années 1950, mais écrit par un homme de théâtre qui aura 100 ans le 12 octobre prochain. Ça s'appelle Du vent dans les branches de sassafras. On se retrouve en plein Kentucky, chez la famille Rockefeller, pas les Rockefeller, les Rockefeller, très pauvres, désargentés, une ambiance détestable dans la famille, et ils sont évidemment entourés par des Indiens, des bons Indiens, et des mauvais Indiens. En tout cas, on te doit une fière chandelle, petite coup sûre. Oh, mademoiselle, ne dites pas cela. C'est vous qui... exposez ainsi son corps en flèche. C'est un vaudeville, quoi. C'est hyper rythmé, ça fuse de tous les côtés. C'est une sorte de cartoon, de dessin animé, de bande dessinée. Il y a un petit côté Lucky Luke, il y a un petit côté western spaghetti. Les coups de feu, les armes qu'on a sur nous, tout de suite on se sent un petit peu mec quand on a un revolver à la ceinture. Il y a une sorte de langage très marqué, mais qui finalement est à la limite très atemporel. Et on en parlait justement plusieurs fois en répétition en se disant mais c'est incroyable comme ce texte est encore vivant et parle encore aux gens. Et en même temps, il y a plein de passages très touchants, de grande tendresse. Et finalement, on voit cette famille et les proches qui finissent par être très groupés contre cette invasion possible des Indiens. Vous entendez? Le vent dans les branches de sassafras. Admettons que ce soit le vent. Lorsqu'ils se préparent à l'assaut, il faut entendre des sifflements entre leurs dents qui ressemblent à s'y méprendre au bruit du vent dans les branches de sassafras. Mais il faut habiller tout le monde. Non, ne bougez pas. Tout se passe dans un seul endroit, ça ne change jamais de décor et on fait tout voir à travers des récits. Et c'est là où Obaldia est très fort, c'est qu'il a réussi à amener plein d'images et d'imaginaires. La consigne, c'était d'avoir une ambiance Lucky Luke, on va dire. Donc quelque chose assez BD et... La pièce étant un peu burlesque, voilà, on n'est pas du tout dans quelque chose de réaliste. Voilà, on est plutôt sur quelque chose d'assez graphique, on va dire, pour le décor. Et ici, pour offrir quelque chose d'un peu nouveau, j'ai décidé de rajouter de la danse de saloon, vraiment comme on la voit dans les westerns, une jonglerie pour l'Indien, jonglerie de couteau, de bâton du diable, voilà, de rajouter des éléments visuels qui font que on sort un petit peu du théâtre, je dirais, traditionnel, et on va vers un théâtre pluridisciplinaire qui me tient à cœur. Quand on voit la pièce écrite, elle est énorme, et le fait d'avoir des respirations, que ce soit de danse ou de chant, ou de jonglerie, je trouve que le public peut dire on souffle un coup. Voilà, autant vous dire que j'ai perdu le regard de ces messieurs qui étaient plongés à quelque part dans l'image, on ne saurait où. Merci d'avoir été avec nous et puis bonne suite à vous. Pour terminer, quelques dates à ne pas manquer. Donc, les 20 ans du château de Prangin, les 29 et 30 septembre. Parmi les activités à ne pas manquer, Fleurs de feu, proposée par l'artiste plasticien Muma, où 500 bénévoles qui allumeront 50 000 bougies. Si vous souhaitez voir du théâtre, rendez-vous à la salle de la Colombière à Nyon. C'est l'usine à gaz qui programme. Pose ton revolver et viens te brosser les dents les 3 et 4 octobre. Et pour terminer, rendez-vous à Saint-Cergue les 5 et 6 octobre à la salle du Vallon pour découvrir un week-end en ascenseur. C'est proposé par Les Entractés, une comédie policière et délirante. C'est à voir donc les 5 et 6 octobre à Saint-Cergue. Quant à nous, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. Salut!